Bonjour tout le monde, bienvenue à En Voiture. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous, de vous parler d'automobile. Je remercie TVME de me donner la chance de le faire. Puis vous d'être aussi nombreux à nous écouter. On a des bons commentaires, c'est fantastique. Cette semaine, à l'émission, ça va être un petit peu différent de l'habitude. Normalement, tout de suite après, au début, on va avec une présentation des nouveautés. Mais cette semaine, on va sauter ce volet-là parce qu'on a beaucoup d'autres matériels. Premièrement, ça va être un petit peu une émission consacrée à la Corvette, la nouvelle Corvette C8 à moteur arrière. Mais avant d'aller dans le reportage de la C8, je veux qu'on regarde ensemble un reportage qu'on a diffusé l'année passée sur l'histoire de la Corvette, de la C1 à la C8. Parce qu'il faut savoir que C1, C2, C3, c'est toutes des générations de Corvettes qui ont duré quelques années dans le temps. Après ça, le modèle a été remplacé, une nouvelle carrosserie, un nouveau châssis, des fois des nouveaux moteurs. Fait que l'an dernier, on avait fait l'histoire. Fait que je pense que c'est intéressant, avant de regarder la C8 2021 de proche, de se rappeler toute l'histoire de ce véhicule mythique, s'il y en a bien un du côté américain, nord-américain. La Corvette, c'est le véhicule qui a transcendé les décennies, puis qui a toujours été une Corvette. Ah, il y a une Corvette. Tu sais, il y a bien eu là, des Dodge Viper, il y a eu d'autres essais, il y a des Mustang Cobra, mais jamais un véhicule a perduré dans le temps, s'est renouvelé, s'est mis au goût du jour, autant que la Corvette. Puis on regarde qui s'en vient aussi dans les 3-4 prochaines années chez Corvette. On parle éventuellement d'hybridation, on parle même peut-être de version électrique dans 4 ou 5 ans. Donc, la Corvette est avec nous depuis très longtemps, depuis les années 50, et elle va être avec nous autres encore pendant plusieurs années. Fait que c'est ce que je vous propose, c'est de regarder le reportage sur l'histoire de la Corvette jusqu'à la C8. Bon visionnement. On va commencer avec une petite histoire de la Corvette. En 1953, ce qu'on appelle maintenant la C1, Chevrolet met la Corvette en production après les débuts du modèle au salon de GM 53 à Motorama. Le Roadster a 2 places, utilise des panneaux de carrosserie en fibre de verre. Oui, en 1953, on utilisait du fibre de verre sur la Corvette. Il s'appuie sur le 6 cylindres en ligne Blue Flame, éprouvé de Chevrolet pour la motivation. Alors que le moteur à 6 cylindres produit 115 chevaux dans la berline de Chevrolet, la marque au nœud papillon règle le moteur pour 150 chevaux. Donc, on part de 115 à 150, ce qui est quand même une bonne petite augmentation. Une boîte automatique à 2 vitesses et la seule transmission offerte. Toutes les voitures sont peintes en blanc polo et portent un intérieur rouge. Chevrolet produit 300 Corvettes en 1953 et n'en vend que 183, il me semble, en tout cas. Attribuer le blâme au véhicule n'était pas assez civilisé pour être un vrai grand tourisme, ni assez engageant pour plaire de foule de voitures sport. C'est un petit peu mitigé. À 1954, toutefois, 3 nouvelles couleurs de peinture, le noir, le rouge et le bleu, sont arrivées. Chevrolet a encore du mal à vendre la Corvette. Si l'usine de Saint-Louis est capable de produire 100 000 véhicules par an, elle n'en produit que 3 640 en 1954. En 1956-57, naissance d'une légende, Chevrolet transforme complètement la Corvette pour l'année modèle 56. Une partie avant révisée rappelle celle du coupé Mercedes 300 SL, tandis que les côtés festornés ajoutent un look plus distinctif. Le V8 porte plus, mais comprend une nouvelle conception d'Abracam qui lui permet de produire 210 chevaux avec le carburateur à 4 quarts. Chevrolet se prépare à dire adieu à la Corvette de première génération. Un arrière redessiné fait ses débuts pour 61 et présente désormais un célèbre design de feu arrière à 4 feux de la voiture sport. Chevrolet dépose son nouveau V8 de 5,4 litres, 327 pouces cubes, sous le capot de la Corvette en 62, où il produit 360 chevaux dans son état le plus élevé. Donc, on est rendu vraiment de la performance pour une petite voiture. En 63, Chevrolet lance une toute nouvelle Corvette pour l'année 63. C'est ce qu'on appellera la C2. Un style de carrosserie totalement nouvelle. On a tout revu le véhicule au complet.
c'est assez impressionnant comme véhicule. On le voit là, ici, là, puis souvent, là, si on regarde comme il faut, c'est ce qu'on appelle le modèle split window aussi. Ce modèle qui n'est pas convertible, la vitre arrière est séparée en deux. Donc, ce modèle-là a été très populaire, encore une très, très, très grande valeur. Quelqu'un qui réussit à mettre la main, on voit ici en 63, c'est pareil, encore le split window. C'est un véhicule de collection là, vraiment, vraiment populaire. 65, Chevrolet répond aux critiques des freins à tambour, parce qu'on a seulement des freins à tambour, ajoute des freins à disque. Les acheteurs peuvent toujours opter pour les tambours avec un crédit de 64,50 $. C'est quand même un peu curieux d'avoir une option qui fait diminuer le prix pour mettre un peu moins de qualité ou de performance. On ne voit pas ça souvent. Après les 5 modèles de la C2, Corvette est remplacée par la C3 en 68. Donc là, on a un modèle de Corvette, en tout cas, un petit peu plus de mon enfance, là, que je connais vraiment ce modèle-là, la Sharknado qu'on appelait. Modèle Shark, cependant, style de carrosserie complètement, des panneaux, des toits amovibles, une nouvelle forme. C'est vraiment un petit peu l'âge d'or de la Corvette là, des années 70 qui commence avec la C3. Pour répondre aux nouvelles normes, en 73, on modifie la C3 avec, en 73, pour les plus jeunes, c'était une année marquante dans l'automobile parce qu'on devait avoir des pare-chocs qui absorbaient un impact à 5000 à l'heure sans bris, sans réparation nécessaire. Donc, à ce moment-là, la Corvette, on n'a pas voulu. La plupart des autos, on a mis des gros pare-chocs en acier comme on avait. Au lieu des monter rigides au châssis, on les a montés avec un amortisseur. Donc, quand tu frappais un mur à 5000 à l'heure, bien là, le pare-choc entrait en dedans et absorbait l'énergie de l'impact. Sur la Corvette, on ne voulait pas aller dans ce sens-là. On y a fait un museau en plastique déformable. Donc, pour ça, c'est très beau, il n'y a aucun pare-choc. Sauf qu'il y en a un à l'intérieur avec tous les amortisseurs, il est juste recouvert de ce plastique déformable-là qui permet de répondre à la norme. C'est quand même intéressant comme chose un petit peu différente de façon de faire. En 84-85, Chevrolet saute l'année, modèle 83, et lance la Corvette de 4e génération. Donc, une Corvette 83, ça n'existe pas parce qu'on a sauté cette année-là pour introduire le modèle 84, la C4. Donc, c'est un modèle là, il y avait un V8 de 205 chevaux, 350 pouces cubes. Donc, on commençait à offrir des moteurs pas aussi puissants que dans le passé. C'était aussi la période d'augmentation des prix de l'énergie. Donc, ça a même atteint la Corvette. Après ça, on a eu la C5 de 1997. 97, qui était quand même différente, bien qu'elle évolue dans le style de son prédécesseur. La dernière Corvette est un animal complètement nouveau. La puissance vient du nouveau moteur LS1 de Chevrolet, comme le LT1 et le LT4 qui le remplacent. Le LS1 déplace 5,7 litres. La puissance se situe à 345 chevaux. Et cette sortie est acheminée par une transmission automatique à 4 vitesses ou manuelle à 6 rapports. Contrairement aux Corvettes précédentes, le modèle de 5e génération place la transmission à l'arrière de la voiture contre le différentiel arrière. En 2005, Chevy revitalise son moteur de la série LS, montant en 6 litres, connu sous le nom du LS2. Le moteur aborde également un taux de compression plus élevé, une ligne rouge surélevée et les changements permanents au gros V8 pour le pousser à 400 chevaux. On voit là, on est revenu là, à de plus en plus c'était la C6, je ne l'ai pas dit, mais oui, c'était la nouvelle C6 qui a été lancée en 2005. Après ça, on fait un saut en 2014. Là, on a la C7, qui est encore une Corvette, là, on n'en voit pas tant que ça sur nos routes, il y en a un petit peu. C'est la dernière Corvette à moteur avant. Un cadre en aluminium. Elle arrive en 2014 sur le marché, comme je disais, et marque le plus grand changement du modèle en plus d'une décennie. La puissance vient d'un nouveau LT1 V8 qui déplace 6,2 litres, 455 chevaux. Et finalement, la fameuse Corvette à moteur central, qui est toute une révolution pour ce modèle-là.
Le modèle 20, la Corvette se dirige enfin vers le milieu. Hein. La Corvette est la 8e génération surnommée C8. Elle est la première de l'usine à placer son moteur arrière, l'habitacle devant l'essieu. Cette transmission a duré des décennies et la voiture de série semble impressionnante. Prix de départ à 60 000 $. C'est 60 000 US. Si on vient ici sur le marché canadien, c'est autour de 75 000 $ le prix de départ de la Corvette. C'est beaucoup de sous, mais c'est pas tant que ça. Tu sais, des autos là, 40, 45, 50 000 $ sur le marché, là, il y en a plein. Elle est 75. C'est un véhicule exotique, à moteur central, à performance exceptionnelle, qui va garder sa valeur pour des années. Bien, il va dévaluer, mais pas autant que les Corvettes ont déjà dévalué. Je pense que, franchement, là, Chevrolet fait un coup de maître. Oui, on le sait, en 21, en 22, il va y avoir des Corvettes à 100 000 $ avec toutes les options. Il va y avoir des moteurs plus puissants, il va y avoir des véhicules à turbo. Évidemment, on va pouvoir monter des factures, là, on va pouvoir s'amuser, bien, pour ceux qui en ont les moyens, avoir des choses. Mais à 75 000 $, les articles que j'ai lus sur ce véhicule-là sont franchement élogieux et c'est quasiment une aubaine. En tout cas, c'est un petit survol de l'histoire de la Corvette, qui est un véhicule mythique qui est toujours resté depuis 1953. Cherchons des véhicules qui sont produits depuis autant d'années. Oui, vous allez me dire, il y en a, il y a des camionnettes et des choses, mais c'est plus l'exception que la règle. Donc, on a vu un petit bout d'histoire de la Corvette. Bon, j'espère que ça vous a plu de retourner sur ce reportage-là. Là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Pas que les autres n'étaient pas sérieuses, mais plus nouvelles, mettons. On va regarder la Corvette C8, un reportage qu'on a tourné avec M. Alain Belzile, le propriétaire de cette magnifique Corvette, que je remercie nous avoir consacré du temps et nous parler de son bolide. C'est une Corvette décapotable, un beau rouge, je pense que c'est une couleur qui va très bien à la Corvette. Donc, on fait le tour de ce véhicule-là, on regarde, il nous parle de caractéristiques, on va même faire un tour dans le véhicule, on regarde ça ensemble. Je suis avec M. Alain Belzile, propriétaire de cette magnifique Corvette Stingray 2021. Bonjour Alain, ça va bien? Bonjour Mario, oui, premièrement, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour nous montrer ta magnifique voiture. Toi, c'est pas ta première Corvette? Non, c'est ma deuxième en tant que telle. J'ai eu aussi une Corvette de Grand Sport 2019 que j'ai eu en début de 2018 et j'ai profité pendant 3 ans avant de recevoir celle-là qui a été en commande pour 20 mois quand même avant de l'avoir. 20 mois, c'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Tu t'en souviens quasiment plus, mais je suis sûr que tu t'en souviens pareil. Le gars s'en souvient. Le comportement routier de ce véhicule-là, ça ressemble à quoi? Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, ils ont pris le moteur à l'avant et ils l'ont positionné à l'arrière. Alors le poids a été transféré sur les roues arrière. Alors une excellente traction évidemment, parce qu'il y a plus de poids sur les roues. Et on a avancé l'habitacle d'à peu près 16 pouces. Ce qui fait que maintenant le pilote est exactement au point de pivot de la voiture. Quand on tourne, là, on tourne avec la voiture vraiment tout le temps. Ça, c'est intéressant. On a la chance aussi d'aller l'essayer sur un circuit. C'est quoi les performances que tu as réussi à faire sur le circuit, de choses que tu ne permets peut-être pas sur la route, là? Bon, évidemment. Oui, j'ai eu la chance. En juillet, on est allé en session privée à l'autodrome à Montmagny. Et on était 6 seulement sur la piste. On a eu la piste toute la journée. Malheureusement, les conditions n'étaient pas idéales. Donc, il a mouillassé un petit peu, la piste était détrempée un petit peu humide, mais c'est vraiment le fun parce que là, vraiment, tu peux t'amuser. La place d'accélération était pratiquement un quart de mille de long jusque-là, évidemment. Tu dépasses évidemment le 100 km/h facile. Les courbes, il y a une courbe penchée un peu, alors c'est très intéressant. Il y a du freinage assez agressif à faire. C'était le fun. Est-ce que vous avez fait un peu de compétition entre vous? Pas trop, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on va sur une piste, on est sans assurance. Alors, il faut vraiment faire attention. Alors, on a regardé une bonne distance entre les véhicules quand même, là, de façon à être sécuritaire. Oui, mais toi, au volant, là, t'es sûr de toi-même? À peu près sûr de moi-même, mais des fois, quand tu pousses un peu trop là, le coin, tu dis « Oh! » c'est ça. Faut que tu sortir. Effectivement, c'est sûr. Le moteur, c'est un V8, assurément. Parle-moi un peu, HP cylindré. Est-ce que c'est un moteur exclusif à la Corvette? Ou... pas tout à fait. Là. Il y a des petites versions un peu différentes, mais ils appellent ça un LT2. Alors, ce moteur qu'ils appellent les petits blocs, là, les small blocs qu'ils appellent dans le temps, c'est atmosphérique. Donc, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de compresseur.
Ça développe, c'est un 6,2 litres. Ça développe 495 chevaux quand on prend l'option Z51 avec 470 livres pieds de couple. C'est assez intéressant, surtout que le fait que le poids est à l'arrière, vraiment, on peut bénéficier d'une bonne traction. L'autre que j'avais, mon moteur était de 35 HP de moins, ça finit par se ressembler. Mais le fait que le moteur est à l'avant, quand tu essaies de partir vite, le système de traction bloquait tout le temps, parce que sinon... Ça reste juste surviré. C'est ça. La dénomination de ce véhicule-là, c'est C8. Ça signifie quoi exactement? La 8e version des Corvettes. Depuis les années 1953, la première, que C1, C2, C3, C4. Celle que j'avais, c'était une C7, c'est faite de 2014 à 2019. Et là, on est dans la version C8 là, qui vient de commencer. Puis des fois, dans les versions, je ne sais pas laquelle nécessairement, il y a eu des facelifts, mais ça décrit surtout le châssis, la configuration, l'empattement, position des moteurs et tout. Genre la C7, il y a eu la Stingray qu'ils ont appelé au début, il y a eu la Grand Sport, la Z06 et la ZR1 là, qui était un gros monstre de 700 quelques chevaux. Et, en tout cas, on peut s'attendre que ça peut arriver aussi? Il en parle déjà même de faire ce qu'il appelle une Zora, parce que l'Arcus Dontop Zora, qui a été un peu l'inventeur, mettons, de la Corvette, et qui a travaillé beaucoup à avoir un moteur arrière. Il est décédé présentement, mais il parle de faire une voiture commémorative à son nom avec... tout près probablement de 1000 HP, là, ça va être... Avec possiblement un moteur électrique pour y aider, tout il ça. en parle d'un moteur électrique et atmosphérique à l'arrière, là, qui devrait s'en venir, mais c'est toutes des rumeurs. Hein? Oh, c'est des rumeurs, on verra. Ils se retiennent beaucoup, là. Mais ça fait longtemps que t'en as parlé, que Corvette, on voit des prototypes, des choses avec moteur central, et quand les nouvelles versions, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Il y a eu, c'était le mot rumeur me fait dire oui, il y a eu souvent des rumeurs de moteur central. Oui. Ça se concrétisait jamais. Et voilà. Fait que là, on y est. Là. Et en 2008, quand il y a eu la crise automobile un peu, là, il parlait beaucoup de s'en avec un moteur central. Mais la crise automobile a fait que tout a tombé au point mort. Ils ont décidé de faire une version standard. Et c'est après ça qu'ils ont retravaillé là. Après la crise, ils ont décidé de retravailler sur une voiture comme ça. Oui, c'est ça. Des fois, on est porté à l'oublier. Ça fait un petit peu plus de 10 ans, mais en 2008, c'est toute une crise automobile. Ça l'a tout chamboulé. Les compagnies ont techniquement fait faillite. Voilà. Des marques ont disparu. Fait que c'est sûr que s'il y avait des véhicules dans le plan de travail, là, tout arrêté. Qui coûtait cher à développer. On dit c'est plus le temps de dépenser de l'argent là. On est presque en faillite. Là, donc, restons dans quelque chose de standard qu'on connaît bien. C'est ça. General Motors n'est pas appelé ce véhicule-là, même si ça coûte cher. Il a coûté cher. Mais le volume de profit généré est quand même pas... Ils rentrent dans le frais, ils font de l'argent, mais c'est pas comme vendre un véhicule où ce que tu vends à milliers d'exemplaires dans une année. Là. Ils en ont fait de 26 000 du modèle 21. Ils planifient d'en faire à peu près 40 000 pour le 2022 si tout va bien. Si tout va bien. Mais tu sais, souvent, dans les modèles populaires, c'est 100, 150, 200 000. Fait que là, même si le profit est plus mince, au total, c'est plus intéressant pour l'investissement. Le prix de base est assez beau. C'est à peu près 72 000. On a le même moteur, on a à peu près les mêmes performances et tout. Mais évidemment, les gens, on ajoute beaucoup d'options. Alors, c'est facile de mettre 25, 30, 45 000 d'options dans le véhicule après ça. Mais sur le marché, automobile à moteur central à 72 000 canadiens. Je trouvais ça, là, ça n'existe pas. Il n'y a absolument rien de disponible. Tu n'as pas une Lamborghini, une Ferrari, parce que ça se compare à ça. Là. Ça se compare à ça. Configuration, 2 places, c'est vraiment ça. Fait que, à 72 000, on peut presque dire que c'est un aubaine. C'est une vraie aubaine, effectivement. Pour ce que tu as. Évidemment, c'est pas un véhicule d'entrée de gamme. Ben, c'est un entrée de gamme dans la Corvette, mais c'est quelque chose pareil. Là. Ils ont vraiment fait un effort. Ils ont fait un gros effort pour être capable de sortir un véhicule comme ça à ce prix-là. À ce prix-là, effectivement. Parle-moi donc un peu des pneumatiques. Ils sont quand même gros. Oui. Il y a l'option Z51 sur ce véhicule-là, donc ça met un peu plus de, mettons, performance côté pour faire de la piste et choses du genre. Alors, c'est pas des pneus de base, c'est des Michelin Pilote Sport 4S qu'ils appellent. C'est un pneu qui est fait un peu plus agressif pour faire de la piste, mettons, que le pneu standard. Évidemment, la gomme est assez molle, alors ça use assez vite. Évidemment, c'est compromis entre traction et l'usure. C'est ça. C'est des bons running shoes, hein? Oui, assez bon, oui. Transmission automatique?
Oui, ça, c'était un peu mon point. Moi, j'étais un amateur de transmission manuelle. Ma 2019 était manuelle. J'adore ça, jouer avec le voie de vitesse. Mais 6 vitesses à ce moment-là. C'est 7 vitesses même dans 7? le temps. Dans la nouvelle version de Corvette, il n'y a plus de transmission manuelle. C'est même pas disponible. C'est même pas disponible. Les rumeurs disent, évidemment, pas facile à savoir exactement pourquoi, mais il y a 3 raisons principales. Un, ils n'ont pas trouvé personne pour développer la transmission. Le ratio, c'est à peu près 20 %. Alors, si on fait 25 000 puis 20 c'est 5-6 000 véhicules seulement, ou transmissions qu'ils auraient pu faire. D'après moi, il y aurait de la misère à rentrer dans leur argent. Oui, parce qu'il faut dire que, excuse-moi, il faut dire que la majorité, il n'est pas dire la totalité, des fabricants automobiles ne développent pas leur transmission. Absolument, ils font développer. Le tunnel aussi, pour être capable d'avoir un bras de vitesse, les câbles, etc., il aurait fallu qu'ils fassent des trous dans le tunnel central. Et dans la Corvette, le tunnel central, c'est vraiment ça qui est la structure de la voiture. Alors, quand on ouvre la porte, au lieu d'avoir un rebord qui est très large, le rebord est standard, mais le centre est très rigide. Alors, de faire des trous dedans, passer des câbles, de tringlerie, ça ramollissait la voiture. Puis en plus de ça, le fait d'être avancé de 16 cm, on a les pieds tout 16 pouces. On est tout près de la roue avant. Ah, oui. Ce qui fait que la place pour mettre le pédalier, la 3 pédales, là, ça n'aurait pas fonctionné. On aurait été obligé d'être décentré. Corvette ne voulait pas faire ça, évidemment. Okay. Alors, c'est une transmission quand même 8 vitesses à double embrayage. J'appelle des doubles cloches, justement. Oui, oui. C'est fantastique. Je dois dire que c'est pas un gros regret. J'avais peur de pleurer, mais non, ça va vraiment bien. Tu donnes du gaz? Allez-y donc. Oh my God! Wouhou! Wouh! Ça monte vite, hein? Ça monte vite. C'est pas mal. C'est pas pire, le RPM. Les changements de vitesse se font instantanés. Tu peux le marcher évidemment manuel, mais elle travaille assez bien automatique que ça vaut quasiment pas la peine de t'amuser avec les palettes. Là. Elle fait tout ça. Elle fait tout ça. C'est ça. Un système double clutch, il faut dire que c'est quand même une transmission mécanique. C'est pas... absolument. C'est pas avec de l'huile. Ben, il y a de l'huile, il y a deux arbres dans le bas de la transmission. Ouais. Il y en a un que les gears ou les engrenages pairs, l'autre est impair. Et quand ça change de vitesse, les deux axes tournent tout le temps. Okay. Alors, c'est juste une cloche qui vient fermer sur une vitesse ou sur l'autre. Alors, il n'y a pas de point mort entre les deux. Absolument, on entend puis on ralentit avant de changer de vitesse. Mais ça clique ou l'autre. Alors, c'est très, très rapide. Très, très... Et en montant et en descendant les vitesses. OK. Fait qu'il faut imaginer que si on avait une transmission manuelle, ça serait à peu près impossible d'être aussi vite que celle-là. On ne peut pas être aussi vite que ça. On ne peut pas être aussi vite qu'un ordinateur. Merci, c'est une bonne précision parce que ça s'en vient très populaire, là, les transmissions double clutch. Puis de savoir que ça fonctionne très bien dans un véhicule de performance, bien, ça donne... C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Moi qui étais un mordu de manuel, je commence tranquillement à me dire, une double cloche, c'est un bon compromis. Là. Puis évidemment, mettons que quand ton épouse, elle apprend, elle n'aime pas mal mieux aussi quand elle est automatique que de doubler de s'amuser avec un bras de vitesse à cette vitesse-là. OK, tu lui prêtes un peu? Absolument. OK. Parle-moi donc un peu des freins aussi. Si tu as tous ces HP-là, toute cette accélération-là, à un moment donné, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, oui. Bien, encore là, avec l'option Z51, évidemment, les freins sont surdimensionnés. Alors, 13,6 pouces à l'avant, 13,8 pouces à l'arrière. Si on parle des du Brembo, 4 pistons pour freiner. Sérieusement, là, quand tu arrives à une lumière jaune puis tu décides de freiner, regarde en arrière parce que souvent le gars en arrière, il y a plus de misère que toi à arrêter. Il n'y a pas la même performance. Il n'y a pas la même performance. C'est hallucinant. À peu près 115 pieds à 100 km/h pour tomber à zéro. C'est assez une bonne performance. Au niveau de l'habitacle, étant donné que le moteur est en arrière, est-ce que c'est plus bruyant? Souvent, on pourrait penser ça. Je ne sais pas trop. Tu as connu les deux en plus. J'ai connu les deux. Mais sérieusement, c'est même moins bruyant. Parce que quand on roule, le bruit s'en venait sur nous autres. Là, le bruit est en arrière, puis il s'en va en arrière de nous. Puis l'isolation qu'ils ont faite entre les deux est excellente. Là. Sérieusement, on n'entend plus le moteur. Avant ça, on l'entendait. Évidemment, on entend le ronronnement du moteur à l'arrière, évidemment, là, sur les sorties d'exhaust. Mais à l'avant, pour dire entendre le moteur, c'est moins bruyant qu'avant. Ah oui? Oui. C'est hallucinant. C'est surprenant. Donc, y a-t-il autre chose que tu veux rajouter sur les aspects
passe le rangement? Comment ça fonctionne? Tu peux-tu penser partir une semaine en vacances puis avoir toutes tes bobettes? Oh, c'est assez facile. Mais il y a plus de rangement dans ce modèle-là parce qu'évidemment, ils ont gardé un coffre arrière, à peu près de la même grandeur, mais en plus de ça, il n'y a plus rien avant. Alors, il y a un grand coffre en avant aussi. Grand, on s'entend, mais on peut rentrer une valise standard qu'on met dans un avion, on peut la rentrer debout à l'avant facile. Alors, je suis parti cet été à l'île du Prince-Édouard, il restait de la place. C'est pas genre que, oh, non, tu peux plus apporter ça, il y a ça et ça, là, il y a de la place. Je pense pas que tu sois golfeur vraiment, mais y aurait-tu de la place pour un sac de golf, c'est ça? Pas en avant, mais 2 sacs de golf à l'arrière. OK, parce que ça, dans l'industrie, c'est important aussi. C'est important. De toute façon, on ne peut pas mettre plus que 2. Il y a 2 personnes dans le véhicule max. Si t'en mets 2, c'est correct, là. Ça fait le job, là. Absolument. Ouf, hein? Beau véhicule, hein? On en rêve tous. C'est sûr que c'est pas un véhicule de tous les jours, c'est pas un véhicule pratico-pratique, mais c'est un véhicule de rêve qui demeure quand même abordable. C'est pas un auto à 300 000, à 400 000. C'est un auto qui part autour de 70, 75, mais souvent tout le monde va les monter pas loin de 90, 100, mais c'est pas... c'est encore possible de se payer ce luxe-là. Là. Tu sais, on calcule que c'est un véhicule qui ne déprécie pas beaucoup, qu'on peut garder dans le temps. Puis au bout de quelques années, ça déprécie moins qu'un véhicule ordinaire aussi. Fait que c'est aussi à considérer. Maintenant, si on revient un peu à nos chroniques habituelles, ben, je vous fais toujours un peu le suivi sur le prix de l'essence. Le prix moyen la semaine dernière était à 1,40 $. La semaine d'avant était à 1,37,9 $. On regarde là, toujours 2-3 cents là, qui montent à peu près à chaque semaine. CAA nous dit par contre que le prix réaliste devrait être à 1,43,6 $. Donc, on paye, selon CAA, on s'entend, on fera même une bonne affaire. J'en doute encore un peu, là, mais c'est ça. On a une tendance là, on dirait qu'on s'en va tranquillement vers le 1,50 $ pour l'hiver. C'est un petit peu désolant, on va battre des records. Je me souviens quand on avait approché le 1,50 $ il y a quelques années, c'était le drame, tout le monde ne parlait que de ça. Aujourd'hui, on s'approche de ça, puis on n'en parle pas trop. Oui, il est cher, mais on en met pareil. C'est l'offre et la demande aussi. Hein. L'année passée, on était à, je ne sais même pas si on devait être autour de 90-95 sous il y a un an. Là. Maintenant, on est rendu à 1,40 $. Puis, on n'en parle pas trop, mais offre et la demande. L'année passée, c'était en pandémie, plein de commerces étaient fermés, on nous demandait de rester chez nous, on avait des couvre-feux et tout et tout. Fait qu'on consommait beaucoup moins d'essence, donc la demande était plus basse, les prix étaient plus bas. Fait que plus qu'on en veut, plus qu'on paye cher, hein? Fait que c'est comme ça. Bien, je vous remercie. J'espère que cette émission un peu différente vous a plu. On vous revient la semaine prochaine avec les nouveautés. La semaine prochaine, on va parler des nouveautés, évidemment. On ne peut pas être 2 semaines sans en parler. C'est un marché assez évolutif rapidement, des annonces à peu près tous les semaines. Fait que je vous dis bonne semaine, soyez prudents sur les routes. Il reste encore des belles couleurs. C'est le temps d'aller voir parce que là, il s'agit juste qu'on ait un peu de pluie puis du vent, puis ça va être bye-bye des feuilles. Et moi aussi, je vous salue. Bonne semaine.